Nous sommes en guerre, mais à mon avis, elle va bientôt se terminer à l'est de l'Europe. Pour paraphraser Emmanuel Macron, qui parlait d'un tout autre sujet. Nous le savons bien, c'était la crise sanitaire. Chers internautes, voilà, la revue, celle d'octobre est enfin arrivée. En tout cas, moi, je l'ai eue. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Une semaine d'essai dans sa version papier comme dans sa version numérique. Le livre de Frank Pengham aussi. Alors là, celui-là, je l'attendais avec impatience. Il a déjà écrit un livre sur l'or. C'est aussi l'industrie minière, les secrets de l'or et de l'argent, enfin dévoilés. Je vous le conseille vivement, ce livre. Comme je vous conseille d'aller faire un petit tour dans la boutique de Géopolitique Profonde, où vous trouverez des MOG. Alors ça, les MOG, on le sait, hein, il y a GPTV, et puis il y a le MOG spécial Mike Borowski. Il n'a pas voulu me le prêter ce week-end, il n'est pas prêteur, Mike. Hein. Il ne faut pas avoir peur. Bon, allez, on lui laisse. Et puis vous avez aussi donc les bonnets, les casquettes, les suites à capuche. Bah oui, c'est pas vous n'aurez pas un look de racaille, vous inquiétez pas, puisque c'est la communauté GPTV. Je me tourne tout de suite vers celui qui m'accompagne tous les vendredis, souvent en direct, et sinon c'est le samedi. C'est évidemment Laurent Arthur Duplessis, géopolitologue au cœur de la Troisième Guerre mondiale. Ça fait un certain temps que vous l'attendiez. Malheureusement, les anticipations les plus pessimistes ne sont pas nécessairement les plus mauvaises des intuitions et des hypothèses. Néanmoins, mon cher Laurent, on peut considérer que ce qui se passe actuellement en Ukraine, en Russie, sonne le glas et la fin des illusions d'un certain Occident, en tout cas dans sa version otanesque. J'ai l'impression qu'au désastre militaire s'ajoute, il y a eu le sommet de Kazan, il y a la triangulation Corée, Chine, Russie, un véritable Trafalgar diplomatique pour l'Occident. Oui, tout à fait. En effet, sur le plan militaire, l'OTAN qui épaule l'Ukraine enregistre une déconvenue de plus en plus manifeste, puisqu'on voit bien que l'armée ukrainienne est tellement fatiguée et tellement en difficulté qu'elle commence à reculer de plus en plus nettement. Et en fait, comme vous l'avez dit, la mobilisation est un échec en Ukraine et les Russes sont en train d'emporter la partie militairement. Et d'autre part, le sommet de Kazan est pour Vladimir Poutine une victoire diplomatique éclatante. Il a réuni les représentants de plus de la moitié de l'humanité à Kazan, en Russie donc, et il a reçu l'onction même du secrétaire général de l'ONU qui est venu à Kazan aussi. Et on voit bien que ce Vladimir Poutine, qui est voué aux gémonies par l'Occident et qui, il y a encore très peu de temps, était considéré comme condamné à la ruine économique et à la perte de son pouvoir sur le coup de révolution de palais ou révolution populaire, même Vladimir Poutine est aujourd'hui triomphant. Donc, on voit que cette politique américaine qui a consisté, depuis la chute de l'Union soviétique, qui a consisté à repousser les limites de l'OTAN le plus à l'est possible, et qui a exacerbé chez les Russes le complexe de l'encerclement, comme on dit. Cette immensité plate qu'est la Russie, majoritairement plate, a toujours vécu au fil des siècles dans la hantise des grandes invasions qui l'ont parcouru constamment et de l'Est et de l'Ouest. C'est donc inhérent à la psyché russe, cette hantise de l'encerclement. Washington en a eu cure. Washington ne sait même pas que ça existe, je pense. Et cette extension forcenée de l'OTAN jusqu'à l'Est, malgré les avertissements de Poutine à partir de 2007 notamment, a donné comme résultat qu'une herse est tombée entre l'Occident et la Russie, et notamment les Européens et la Russie,
Et voilà que cette Russie de Vladimir Poutine, qui au départ faisait des offres de service à l'OTAN et à l'Occident pour une sainte alliance contre le terrorisme, voilà que cette Russie repoussée dans les bras de la Chine est maintenant à la tête d'une triangulation militaire Russie, Iran, Corée, et d'autre part est le chef de file d'une diplomatie contre, disons... Le Sud global. Du Sud global, pourrait-on dire, même si le Sud global n'est pas un monolithe. Hein, et, et tous les pays ne sont pas au Sud. Et ce Sud global n'est pas entièrement dans le Sud. En plus. Et une façon c'est une expression qui laisse à désirer par On est d'accord. Des aspects, hein, bien sûr. Mais enfin, voilà qu'il est, au fond, le chef de file maintenant du Sud global. Donc, et on ne peut que se désoler de la stupidité des classes dirigeantes européennes. Merci Laurent. Fine Andrine, bon, ça devient une habitude. Bonsoir pour vous d'être présent, analyste politique. Et vous nous accompagnez souvent sur ces dossiers liés à l'Europe de l'Est, liés aux BRICS, liés à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. J'ai envie de dire même constat que celui que j'ai fait, que celui que fait Laurent Arthur Duplessis, à la fois un désastre et à la fois une diplomatie en grande difficulté pour l'Occident. Oui, je pense. J'aimerais juste compléter quelque chose à vos excellentes introductions. En réalité, on voit que la Russie continue dans sa trajectoire, celle qu'elle avait déjà en fait déclarée le 22 février 2022, ou le 24 février, pardon. Ce qui est intéressant, c'est plutôt le positionnement donc, de l'Ukraine et de l'Europe et des États-Unis. Et juste pour être un petit peu bref, on pourra peut-être approfondir après, je dirais que... On fait un rapide tour de table, oui, là, pour l'instant. Les États-Unis ont quand même, quelque part, maintenant, une approche assez rationnelle, parce qu'ils essaient maintenant de se détacher de ce conflit. Ils se rendent compte que ça ne va pas marcher pour eux, leurs plans initiaux ne vont pas donner des résultats, donc ils essaient maintenant de se détacher de ce conflit. Par contre, nous voyons les Ukrainiens, évidemment, qui sont de plus en plus désespérés, et cela crée aujourd'hui des tensions. On pourra regarder ces tensions, des tensions assez fortes entre surtout l'Ukraine et les États-Unis, puisque les États-Unis ne réagissent pas du tout aujourd'hui comme l'attendent les Ukrainiens. Et ensuite, nous avons l'Europe, effectivement, et on attend ici, c'est ça la grande énigme en réalité, parce que celle qui souffre le plus en réalité de ce conflit depuis 2 ans, plus que 2 ans, c'est en réalité l'Europe, au niveau économique, au niveau de sa position dans le monde, et on se demande à quel moment est-ce que les Européens ou les chancelleries européennes vont réagir. Et est-ce qu'ils vont réagir? On ne sait pas, parce que 2 ans et demi ont déjà passé, et on se demande... Il est déjà bien tard. Il est déjà bien tard. Donc ça, c'est vraiment la grande interrogation. Merci beaucoup, Fine. Lara Stam, chroniqueuse sur Radio Courtoisie et aussi journaliste sur Géopolitique Profonde TV. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de ces messieurs ? Bonsoir Nicolas. Oui, je suis d'accord et simplement, au lieu d'être très ravie de ce qui se passe, ça me renvoie à ce que c'est à l'origine. À l'origine, c'est 2 peuples slaves, 2 peuples frères qu'on a trinqués les uns contre les autres. Les seuls qui en payent la note en termes de prix, ce sont les Slaves de 2 côtés. Et il n'y a rien pour s'en réjouir. Je rappelle juste cet aspect-là, tragique de l'histoire. Les Anglais, les Britanniques, les Anglo-Saxons ont voulu ce conflit. Ils n'y ont pas mis une goutte de sang. Et ça, c'est monstrueux. Et vous vous attendiez à ce dénouement ? Évidemment, je m'attendais à ce... je pensais même qu'il arriverait plus vite. Donc j'étais persuadée que c'était une guerre qui allait durer 3 mois, au grand maximum. Et 3 jours. Même là, au mois de mars 2022, les Britanniques ont interdit à l'Ukraine de négocier. C'était possible à ce moment-là. Et encore une fois, la Russie, quand elle est justement poussée dans ses retranchements, c'est là où elle est la meilleure. C'est là où elle est la plus forte. Et il faut apprendre la leçon de cette histoire-là, comme des histoires passées. La Russie n'en sort que plus forte qu'elle n'y est arrivée, en fait.
Donc, voilà. Eh bien, il y a quelqu'un qui, à mon avis, va être assez d'accord avec vous. En tout cas, il a une expérience, une bonne connaissance de la Russie. C'est Jean de Glignasti, monsieur l'ambassadeur, qui a été ambassadeur Sénégal, Brésil, mais aussi en Russie. Donc, justement, on est bien le sujet. Il est directeur de recherche à l'IRIS et il est spécialiste, justement, des questions russes. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, et bienvenue dans cette émission. Vous avez entendu ce qui s'est dit sur le plateau. Est-ce que vous en partagez peu ou prou les analyses, avec peut-être un bémol ou un approfondissement sur un tel ou tel sujet? Oui, globalement, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, quelques petites nuances. Je crois que c'est pas juste de dire que les Américains veulent se retirer du conflit. Ils ont fait, comme on dit vulgairement, carton plein. Ils ont vendu le F-35, l'Europe se réarme avec les armements américains. Ils vendent leur gaz de schiste à la place du gaz russe dont personne ne voulait. Ils le vendent 3 fois plus cher. Ils ont élargi l'OTAN. Et donc, ils sont au sommet de ce qu'ils peuvent gagner de ce conflit. À partir de maintenant, ça va commencer à se dégrader parce que il y a les attaques contre le dollar, il y a la coalition que vous avez notée, c'est pas vraiment une coalition, mais en tout cas le resserrement des solidarités du Sud global. Donc ça va commencer à être moins bon pour eux, et donc je pense qu'ils ont intérêt à partir. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur l'Europe, c'est la grande, enfin l'Union européenne en tout cas, c'est la grande perdante de cette affaire. On pouvait le deviner puisque l'Europe avait essayé, en la personne de Hollande et Merkel. Je crois que nos dirigeants avaient parfaitement vu que dans le grand projet de développement des relations avec la Russie, gaz pas cher, main-d'œuvre ukrainienne, exportation vers la Chine, qui était un peu le projet allemand, il y avait un hic, il y avait une question qu'il fallait régler, c'était l'Ukraine. Et donc l'Europe a essayé de le faire. Et les accords de Minsk ont été négociés. La France, il faut le dire, le président Hollande, on leur parle là-dedans. Le seul problème, c'est que nous avons été trop faibles pour les appliquer. Et les Américains n'ont rien fait pour en faciliter la réalisation. Du côté ukrainien, ça a été le refus dès le départ. Et les Russes, pour de multiples raisons sur lesquelles il serait trop long de s'étendre, n'ont pas été totalement enthousiastes. Donc c'était à la France et à l'Allemagne de les imposer, et ils ne l'ont pas fait. Hein. Donc maintenant, l'Europe perd. La Russie va avoir un taux de croissance de presque 4% en 2024. Les États-Unis s'en tirent très bien. L'Europe est en stagnation. Il y a ces rumeurs de guerre. Donc tout ça est effectivement très inquiétant. 2 remarques cependant. Il faut pas vendre la peau de l'ours parce que c'est vrai. Même si l'ours c'est le russe, c'est la Russie. Oui, même si. L'Ukraine n'a pas perdu. Hein. L'Ukraine n'a pas perdu. La pression russe est très forte. Pour l'instant, pour autant que je puisse en juger, il n'y a pas d'effondrement du plan du front ukrainien. Alors c'est vrai que le front allemand en 1918 s'est effondré d'un seul coup 2 mois après l'offensive quasi victorieuse de Ludendorff, et que donc on ne sait pas à partir de quand brusquement l'ensemble se désarticule. Et le moral est très important dans cette affaire, et le moral effectivement des Ukrainiens est en train de baisser. Mais encore une fois, rien n'est joué. Et puis la deuxième chose, c'est que il ne faut pas oublier que l'OTAN et le monde occidental qui s'est engagé dans cette malheureuse affaire ne peut pas perdre non plus. On a dit que la Russie ne pouvait pas perdre au moment où elle subissait des défaites, et c'était vrai. Mais le monde occidental ne peut pas perdre non plus. C'est-à-dire qu'il y a un risque d'escalade qui n'est pas négligeable. Il n'est pas négligeable. Et dernière remarque, c'est vrai qu'actuellement, ceux qui font figure, comme on dit en anglais, des adults in the room, c'est-à-dire les seuls qui soient à peu près sérieux parce que cohérents et rationnels, ce sont les Américains. Et donc l'issue du conflit dépend en grande partie des Américains. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais que vous précisiez ce risque d'escalade dans votre esprit. Alors, jamais le risque d'escalade n'a été aussi grand qu'au moment où la Russie perdait. Parce que la Russie n'aurait jamais lâché la Crimée, quand elle a fait une espèce de cause nationale qui a été
dont l'annexion a été approuvée par 80% des Russes selon tous les sondages, et qui d'ailleurs n'a été ukrainienne que pendant une très brève période de son existence historique. Donc ça, il n'aurait pas lâché. Et s'il est trop ukrainienne au moment des grandes défaites en août 2022, les grandes défaites russes étaient arrivées au bord de la Crimée, il y avait un risque d'utilisation de l'arme nucléaire tactique. D'ailleurs, les services de renseignement américains l'avaient confirmé. Les Chinois l'ont confirmé aussi, puisqu'ils ont fait pression sur les Russes pour qu'ils ne fassent pas usage de l'arme nucléaire. Ça a été le point culminant. Maintenant, nous sommes dans une autre phase. Et alors, moi, c'est plutôt un point d'interrogation. Mais c'est clair qu'à partir du moment où les Coréens sont sur le front, si brusquement ça devient un élément qui fait basculer la situation en faveur des Russes de façon trop notable, à ce moment-là, on est dans un autre schéma. Je ne pense pas que les Américains puissent perdre la face. L'Occident a investi 400 milliards de dollars dans la guerre ukrainienne, en aide à l'Ukraine. Ces 400 milliards de dollars, c'est l'Institut Kiel qui dit ça. C'est celui qui se spécialise dans le compte minutieux, rigoureux, et sentencieux, d'ailleurs sourcilleux, des aides distribuées à l'Ukraine. 397 milliards de dollars. 397 milliards de dollars, c'est 2,5 fois le plan Marshall sur un seul pays au lieu de 9 et sur 2 ans au lieu de 5. Donc c'est des sommes considérables. C'est un investissement qui ne peut pas être complètement perdu. Donc un écrasement de l'Ukraine ne serait pas supportable pour l'Occident. Je pense que les Russes sont suffisamment sages pour le comprendre, et donc ça veut dire qu'on devrait arriver à un compromis. Mais s'il n'y a pas de compromis, le risque d'escalade n'est pas négligeable. Mais vous pensez que Poutine, et d'ailleurs ça va être la suite de cet entretien, Monsieur l'ambassadeur, à savoir est-ce que Poutine est fortement soutenu en Russie, est-ce qu'il subit des pressions justement pour arrêter selon certains, mais surtout pour accélérer, accroître son avantage en disant avec tous les sacrifices que nous avons faits, nous n'allons quand même pas nous arrêter avec une solution à la coréenne. Il faut aller plus loin. Je suppose qu'il y a, on dit de Poutine qu'il arbitre entre les tours du Kremlin, mais je pense qu'il y a une sérieuse pression aujourd'hui qui s'exerce aussi vis-à-vis de lui pour qu'il pousse peut-être un peu plus son avantage. C'est très juste comme remarque, mais cette pression est bien moindre aujourd'hui, après l'affaire Prigojine. Poutine, depuis 2014, a été soumis en permanence au feu roulant des critiques de sa droite nationaliste, si je puis dire, qui était à la droite de... Poutine était relativement au centre de l'échiquier politique. En Russie, ça paraît curieux. Mais oui. Mais il avait à sa droite un bloc, j'allais dire, hyper nationaliste, qui lui a reproché, à partir de 2014, de n'avoir pas profité de l'avantage militaire qu'il avait à l'époque pour conquérir l'ensemble de l'Ukraine. Et il a été sous le feu permanent de ces critiques jusqu'à l'affaire Prigojine, qui en est l'apogée. C'est pour ça que Poutine a toujours essayé de ménager son extrême droite nationaliste jusqu'à ce qu'il s'en soit débarrassé. Donc il s'en est débarrassé avec le coup d'État de Prigojine, dont on connaîtra un jour peut-être tous les détails. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'élimination de Prigojine, de Wagner, de Surovikin, et d'un certain nombre d'officiers généraux, un changement de ministre en mai dernier de la Défense, on entre dans une période beaucoup plus rationnelle, où on gère la guerre de façon économique. Il y a un excellent Premier ministre qui gère son pays très raisonnablement, et il y a un nouveau ministre de la Défense dont la spécialité c'était d'apurer les comptes et qui a viré pratiquement une vingtaine d'officiers généraux, etc. Donc on rentre dans une période plus rationnelle et Poutine est plus à l'aise et moins soumis à la pression de ceux qui voudraient manger toute l'Ukraine, ce qui serait d'ailleurs une erreur stratégique considérable parce que l'Ukraine sera rétive à une telle occupation. Monsieur l'ambassadeur,
il y a le point diplomatique sur lequel j'aimerais m'entretenir aussi avec vous. Je lis sur votre fiche, vous êtes entré au ministère des Affaires étrangères en 1975. Donc vous avez une profondeur, un champ de vue tout de même. Hélas, bien sûr, c'est toujours hélas, mais néanmoins, on profite de votre expérience aujourd'hui. C'est quand même ce qui est en train de se passer, d'avoir ce rapprochement. On parlait de triangulation, Laurent Arthur Duplessis, entre la Chine, le Sud global, la Russie, avoir jeté la Russie dans les bras de la Chine, de la Corée, parce que c'était, on ne peut pas dire qu'entre la Corée, à moins d'avoir aucun souvenir, aucune mémoire, ça n'a pas toujours été l'entente cordiale entre les Russes et les Coréens. Ni l'Iran, d'ailleurs. Et l'Iran, pareil. Ils ont quand même, c'est un tour de force de la diplomatie occidentale d'avoir réussi à coaliser toutes ces forces contre eux. Alors, c'est la guerre. Les Russes sont extrêmement pragmatiques. Hein. Donc, ils ont, au moment où il manquait d'effectifs, ils ont allé chercher les troupes dans les prisons. Il manquait de drones, ils ont fait appel aux drones iraniens. Il manquait d'obus, ils ont fait appel aux obus coréens. Donc, je ne pense pas que comment dirais-je, l'Iran et la Corée du Nord soient à ce point fondamentaux dans une espèce de retournement d'alliance. C'est une alliance conjoncturelle dans le cadre de la guerre. En revanche, la Chine, c'est beaucoup plus important, et ça formate en effet les relations internationales pour de nombreuses années. Et Kissinger disait dans un triangle, il faut être l'un des deux angles. Et les Américains avaient été formidables là-dessus, puisqu'ils étaient plus proches de la Chine que la Russie ne l'était, plus proches de la Russie que la Chine l'était, donc ils étaient maîtres du jeu. Et maintenant, c'est un peu la Russie, ou plus exactement la Chine, qui pratique ce jeu, alors que la diplomatie occidentale a perdu ses fondamentaux. Peut-être votre analyse du sommet qui s'est déroulé dans la République du Tatarstan à Kazan la semaine dernière, la fin du sommet des BRICS. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous faites partie de ceux, c'est l'ambassadeur, qui considérait que c'est un basculement du monde, ou tout simplement la consécration de ce basculement qui a déjà débuté il y a un certain temps? Disons que c'est une étape importante dans une évolution qui est irréversible, qui est que le monde occidental n'a plus, auquel pour des raisons regrettables, nous sommes maintenant en France complètement assimilés, le monde occidental n'a plus l'ascendant, ni sur le plan économique, ni sur le plan démographique, ça on le savait, ni sur le plan moral, ça il faut bien le comprendre, et ni sur le plan scientifique ou technologique. Donc, c'est une évolution qui a commencé il y a longtemps et qui s'accentue. En revanche, les BRICS ne sont pas une alliance militaire et ce n'est pas une alliance tout court. Il y a des sensibilités extrêmement différentes au sein des BRICS. Par exemple, l'Inde soutient Israël alors que l'Afrique du Sud soutient les Palestiniens. La Russie navigue un peu entre les deux, mais a plutôt le parti des Arabes pour des raisons géopolitiques. Donc, il n'y a pas vraiment d'alliance. Ce qu'il y a, c'est une commune, une commune volonté, un commun désir de s'affranchir d'une domination occidentale que l'on trouve excessive. Mais on ne la récuse pas fondamentalement. On ne récuse pas fondamentalement l'influence occidentale. Quand vous regardez le communiqué de Kazan, même la diplomatie française n'oserait pas se montrer aussi élogieuse de la Banque mondiale et du FMI. Hein. Donc, ce qui demande, c'est une part plus grande au banquet, au festin du développement capitaliste, libéral, et même, d'une certaine façon, en matière de valeurs. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ah oui. En gros, ils ne veulent pas qu'on les emmerde. Ils ont leur propre rythme, leur propre rythme, leur propre tradition, etc. Et l'Occident est trop dominateur, trop intrusif, trop donneur de leçons. Là-dessus, ils se retrouvent tous. Mais quand vous grattez dans le détail, il y a des différences. Mais, entre autres, ils sont vent debout les uns les autres contre les sanctions, les fameuses sanctions américaines. Alors, vous avez tout à fait raison. Le point commun, si on pouvait définir le Sud global, c'est très difficile.
le seul point commun, c'est qu'ils ne veulent pas des sanctions et ils n'appliquent pas les sanctions. Et donc, effectivement, la guerre en Ukraine a été un élément supplémentaire de cristallisation de cet ensemble que sont les BRICS, qui sont la colonne vertébrale de ce qu'on appelle maintenant le Sud global. Et ce point de rencontre, c'est le centre. Il y a une demande, et ça sera ma dernière question pour conclure cet entretien impertinent. On fera à ce moment-là une très très courte pause et on reviendra au plateau, très attentif et j'avoue très discipliné, qui vous écoute, monsieur l'ambassadeur. La dernière question sur quand même une demande de réforme de la gouvernance mondiale. Très clairement, entre autres le Conseil de sécurité. On ne parlera pas nécessairement trop du Proche-Orient aujourd'hui, mais on s'étonne qu'un pays, des résolutions sur résolution, aucune n'est appliquée, parce qu'un pays seul fait en sorte que qu'il ne puisse pas être appliqué. Et Antonio Guterres était présent, ce qui en a surpris plus d'un. Est-ce que vous croyez que l'Occident pourrait ouvrir droit à ces revendications des BRICS sur la gouvernance mondiale? Oui, je crois. D'ailleurs, il y a des discussions en cours au FMI. L'élargissement des parts des pays les plus riches, ceux qui réussissent. Je crois que là aussi, dans le communiqué de Kazan, il y a un paragraphe très élogieux sur le G20. Le G20 qui est effectivement le seul organe où sont représentés sur un pied d'égalité totale les pays riches de l'Occident, les pays riches du Sud global. Donc, je crois qu'il y a nécessairement besoin, il y a une vraie nécessité de réajuster les institutions internationales, et c'est un vrai besoin. Le problème, c'est l'ONU, parce que ça va être assez difficile, parce que la charte de l'ONU est ainsi conçue que n'importe quel pays peut mettre son veto à toute réforme. D'ailleurs, entre nous, ça joue en faveur de la France, parce que je suis pas sûr que s'il y avait une grande réforme, la France pourrait conserver son siège permanent, surtout que sa légitimité est maintenant contestée dans le Sud global, ce qui n'a pas été le cas dans le passé, notamment au moment de la guerre en Irak en 2003. Nous avons gagné en quelque sorte une quinzaine d'années de légitimité que nous avons perdu maintenant. Mais donc il y a un besoin. C'est en cours, mais le gros problème, ce sera l'ONU, qui est quand même la seule instance internationale. Alors, je n'aime pas utiliser le mot démocratique, parce que ce sont des États, ça n'a rien à voir avec mais la seule instance où tous les États sont reconnus sur un pied d'égalité et qui a le monopole de l'usage de la force, théoriquement, et qui a le monopole de la sécurité dans le monde. Et là, avec le système du droit de veto qui existe, qui encore une fois joue en notre faveur, eh bien, ça sera très très difficile de négocier un élargissement du Conseil de sécurité. Ça fait 20 ans qu'on fait et on y arrive. Merci Jean de Glignasti. On fait maintenant une très courte pause avec une annonce et on revient tout de suite après. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.